Merci. Bonsoir et bienvenue à la masterclass, les trois erreurs fatales qui détruisent une relation. Les trois erreurs fatales qui détruisent une relation. C'est-à-dire que euh, une relation qui était promise au mariage s'arrête en cours de route. Une relation promise au mariage s'arrête en cours de route. Je croyais connaître les relations en fait, mais je viens de découvrir par moi-même tant de couples échouent. Pourquoi? Ça, je l'ai découvert en travaillant. C'est pour ça que je vous conseille de vous préparer sérieusement. C'est très important, très, très important. Alors, je vais me présenter. C'est important pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Roger Fondi. Je suis coach et conseiller conjugal chrétien. Je suis coordonnateur d'une association qu'on appelle Famille à cœur. Et donc, j'accompagne des célibataires, des fiancés, des couples, les uns pour la préparation au mariage et les autres euh, je les aide à maintenir le mariage qui existe déjà. Donc, je connais ces histoires de mariage et j'ai vu beaucoup qui ont commencé. J'ai vu des cas où c'était la fête. Quand on a annoncé les fiançailles, tout le monde était content, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas mariés. Ça n'a jamais abouti. Et je suis sûr que parmi vous là, il y en a qui ont déjà vu ce genre de choses. Et je sais que si je vous demande combien d'entre vous connaissent une relation où les gens étaient presque mariés et tout s'est arrêté, je suis sûr que plusieurs d'entre vous connaissez ce genre de choses. Peut-être même que vous-même, vous vivez ce genre de situation, des situations aussi complexes, où tout allait bien, on était sûr que tout est correct, qu'on est dans le couloir qui mène au mariage, une relation, on va dire, équilibrée, et puis subitement, on a l'impression que tout s'arrête. Donc, je vais montrer trois erreurs ce soir qui détruisent les relations, même les plus prometteuses. Je vais surtout et c'est ça qui est le plus important. Vous dit comment éviter ces erreurs, comment gérer la situation quand ces erreurs arrivent. Alors, pourquoi cette masterclass? La plupart des gens pensent que le problème, c'est la sorcellerie. Ils disent, oh, on m'a attaché au village, mes soeurs ne m'aiment pas, mes frères, ainsi de suite. On a détourné mon mari avec les gris-gris. D'autres se disent que ah, c'est parce que l'argent manque. Et j'entends plusieurs dire que les parents sont opposés. En fait, ce que je veux dire, c'est que beaucoup cherchent l'erreur au mauvais endroit. La cause de l'échec n'est pas forcément les malédictions familiales, parce que d'autres se disent que notre famille est maudite, et les filles ne se marient pas chez nous. D'autres disent, oh, chez nous, il y a trop de divorces, ça ne donne pas. Non, le fait de chercher les causes au mauvais endroit vous amène aussi à ne pas corriger ce qu'il faut corriger. Et ça cache donc les mauvais comportements. Parce que les causes sont parfois, les vraies causes sont parfois invisibles. Parce que la réalité qu'il faut dire à chacun ici, c'est que les relations échouent à cause de ces erreurs dont nous allons parler aujourd'hui. Et personne ne se fait enseigner par ces erreurs-là. Des erreurs qu'on commet sans se rendre compte et qui vont détruire progressivement ce qu'on était en train de bâtir ensemble. Même quand l'amour est fusionnel, ces erreurs mènent à la séparation. Et quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, pourquoi tu utilises le mot fatal? Pourquoi tu dis erreur fatale? En fait, j'utilise le mot erreur fatale parce que ça signifie que ce ne sont pas des erreurs simples. Ce pas des simples défauts sur lesquels on peut dire, ah, il éternue beaucoup, il rentre souvent tard. Non, ce sont des erreurs qui vont amener à la fatalité, à la séparation. C'est-à-dire que quand tu as commis cette erreur-là, le couple est condamné à la séparation.
Quand cette erreur est arrivée, c'est pour ça qu'on dit c'est fatal. C'est comme si ça a arrêté tout. Mais, et c'est ça qui est très dangereux, l'amour peut masquer ces erreurs-là. Mais l'amour n'ignore pas ces erreurs. Donc vous serez ensemble pensant que les choses vont bien, mais comme l'erreur que j'ai appelée fatale a été faite, forcément, vous allez expérimenter la rupture. Et donc aujourd'hui, nous allons voir quelles sont ces erreurs, les trois, et nous allons voir surtout comment éviter que cette erreur ne crée une situation grave dans la relation. Comment éviter d'arriver à cette erreur-là? Et si elle est déjà arrivée, comment on peut gérer maintenant? Et je rappelle toujours que mon inbox est ouvert au cas où tu as un souci dans ce sens-là. Commençons par la première erreur. Beaucoup de jeunes confondent l'amour et la compatibilité. C'est-à-dire que pour eux, quand ils s'aiment, ça veut dire que ça va. Quand ils s'aiment, ça va marcher. Il y a une qui me disait, avec mon amour là, même s'il est comment, ça va seulement donner. Le genre d'amour que je lui donne là, je me demande comment ça peut ne pas marcher. Mais la question n'est pas, est-ce que vous vous aimez? Je vous rappelle que le coup de foudre dont beaucoup de gens se laissent embobiner ne dure pas plus de 2 ans. C'est un truc qui ne dure pas plus de 2 ans. Et il faut faire attention avec cet élément-là. Il ne dure pas 2 ans. Donc l'amour fou là, il faut faire attention, l'amour fou là ne dure pas longtemps. Il finit par s'arrêter. Donc si vous croyez que vous vous aimez, donc votre couple va marcher, ah, vous avez tort. J'ai expliqué souvent aux jeunes que tu peux être la bonne personne, l'autre est la bonne personne et vous échouez. Vous échouez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas compatible. Le fait qu'on s'aime ne veut pas dire qu'on est compatible. On peut s'aimer et avoir des visions opposées. On peut s'aimer, avoir des visions opposées sur ce que c'est la famille. On peut être amoureux et ne pas avoir les mêmes valeurs. L'amour n'a rien à voir avec les valeurs. On peut s'aimer et avoir des visions différentes. Deux personnes qui s'aiment fortement, passionnément, peuvent avoir, en termes de nombre d'enfants, des visions différentes. Vous pouvez vous aimer, l'un veut les enfants, l'autre ne veut pas. Vous pouvez vous aimer, l'un veut deux, l'autre veut cinq. Vous pouvez vous aimer, l'autre veut vivre en campagne, pendant que l'autre veut faire les voyages dans le monde. Et au début, et c'est ça qui est insidieux, au début, on se dit notre amour au-dessus de ça. Et les gens disent ça pour vous tromper. Votre amour transcende vos différences. C'est quoi ça? Votre amour transcende vos différences. Et du coup, vous négligez cette différence-là et vous êtes étonné que la relation n'aboutit pas au mariage. Il y a aussi, et c'est important aussi de le dire, la foi. La foi. Le fait de ne pas partager les mêmes foi peuvent vous amener à la séparation. Si vous avez quelqu'un qui est engagé dans sa foi, pendant que l'autre, lui, joue la vie dans le désordre, ah, il y a un moment où la réalité va vous rattraper. Il y a un moment où vous ne pourrez plus tricher. Il y a un moment où chacun voudra que sa foi, ses croyances soient respectées par le couple. Et c'est à ce moment-là que on va commencer à voir les différences. On va commencer à voir comment cette différence-là est marquée, contrairement à ce que on pensait avant. Vous savez, quelqu'un peut être, quelqu'un peut avoir un mauvais caractère, mais être très aimant. Quelqu'un peut avoir un caractère difficile, mais être très amoureux avec vous. Vous pouvez aimer quelqu'un qui est amoureux de vous et vous-même vous êtes amoureuse de lui. Mais la réalité, c'est qu'il y a des caractères qui ne peuvent pas fonctionner ensemble, qui s'auto-excluent, qui s'auto-détruisent. Et vous voyez dans un couple qui
Au début, c'était le grand amour et ça se termine par une compétition, une bagarre où chacun dévoile les secrets de l'autre, chacun déchire l'autre. On dit, mais c'est pas les deux qu'on connaît là. C'est pas les deux qu'on connaissait là. Et on dit, ah, on s'était trompé. Mais on s'était trompé pourquoi? Parce on a oublié que l'amour peut ouvrir une relation. À cause de l'amour, je peux être engagé vers la personne. Mais c'est comme si tu apportais le feu. D'ailleurs, on représente souvent l'amour par la flamme. C'est comme si tu apportais la flamme, mais il n'y a pas le bois en bas. Ça va durer comment? C'est la compatibilité donc qui va faire durer la relation. Ce n'est pas parce que l'amour manque que les relations se séparent. Vraiment, allez au tribunal, hein, les jeudis et vendredis quand on juge les affaires de mariage. Et vous allez voir les gens qui s'aiment, mais qui sont en train de se séparer. Deux personnes qui s'aiment, mais ils sont incompatibles. Ils disent que c'est pas possible. On ne peut pas. Le gars a un mauvais caractère. La fille est difficile, mais ils s'aiment. Au début, ils supportent. Ils se disent, ça va aller, notre amour va transcender tout ça. Mais au finish, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se séparer. Et pour vous qui êtes dans la marche vers le mariage, cette séparation va se produire avant. La relation ne meurt pas parce qu'il manque de l'amour. Mais l'amour ne suffit pas. Donc, si tu avais quelque chose à ne pas oublier de notre rencontre d'aujourd'hui, souviens-toi clairement que l'amour, c'est bon pour la relation, mais que ça ne suffit pas. Ne faites pas l'erreur. Dès le début de la relation, commence à évaluer vos compatibilités. Et pose-toi la question de savoir, est-ce que nous sommes compatibles et comment nous pouvons devenir compatibles? Si devenir compatible t'amène à renoncer à tes croyances les plus fermes, à tes valeurs, à ce qui est important pour toi, à t'écarter de ta vision, alors il vaut mieux commencer à préparer la fin de la relation. Parce que tu vas galérer à chercher à préserver une relation qui est contre tes valeurs, contre ta vision de la vie et contre ta foi. Mais par contre, tu peux éviter cette erreur-là en ouvrant les yeux, en ouvrant les yeux et en te disant, ah, j'ai fait une erreur, j'ai confondu le fait d'être amoureux avec le fait d'être compatible et commencer à rechercher les compatibilités. Là où il y a incompatibilité, c'est mineur. Des incompatibilités mineures existent. Quand elles sont mineures, on peut les gérer. On peut traverser ça. On peut apprendre à vivre avec la personne. Mais quand c'est les valeurs, c'est-à-dire ce qui est de plus important pour toi, tu ne peux pas dire que je vais dépasser mes valeurs parce que je veux vivre avec quelqu'un. Et si vous travaillez avec moi, vous savez que je vous dis toujours, le choix du conjoint doit dépendre de la vision que tu te fais de ta propre vie. Tu vas où avec ta vie? Qu'est-ce que tu veux bâtir? Mais si tu es avec quelqu'un dont vous n'êtes pas compatible en termes de vision, vous allez vous séparer avant la fin. Ça, c'était pour la première erreur. On peut en parler dans les questions tout à l'heure. Maintenant, regardons la deuxième erreur que beaucoup de jeunes commettent dehors. Il y a des signaux d'alerte. Le gars ferme les yeux. Les gens ferment les yeux sur les signaux d'alerte. C'est-à-dire que des choses que tu ne devrais pas minimiser, tu ne devrais pas excuser, tu laisses passer. Moi, je suis à 30 ans de mariage et aujourd'hui, je vous dis, il y a des choses que je n'aurais pas dû laisser passer parce que je n'ai pas pu les rattraper. Donc, il y a beaucoup de choses que tu ne rattraperas pas si tu les as laissées passer. Un problème que tu ignores ne va pas forcément disparaître. Bien au contraire, là où tu l'as caché, il va se développer, il va grandir et il va gangréner. Et un jour, au moment d'entrer dans la relation, tu es mal à l'aise parce que tu revois ces choses. Les problèmes qu'on excuse pendant les fréquentations deviennent souvent les véritables souffrances dans le mariage.
Oui. Tu passes ton temps à dire, il va changer, il va changer, ou alors je vais le changer. Tout le monde te dit que ton type, si on le connaît, toi, tu dis non, ah, mais avec moi, ça va changer. Laisse seulement qu'on se marie, tout va changer. Assez souvent, lors de mes conférences, je dis aux jeunes, si son père, qui pouvait le fouetter, n'a pas pu le changer, si sa mère, qui pouvait le redresser, n'a pas réussi à le redresser, c'est pas ton petit amour, là, qui viendra faire changer les choses. Ce que tu tolères pendant les fréquentations, tu vas le subir. Les signaux qu'il ne faut pas ignorer. Tu as quelqu'un qui démarre au quart de tour en termes de colère, qui explose facilement. Je ne dis pas que c'est pas à toi de lui, mais ne sous-estime pas ça. Parce que demain ou après-demain, tu vas pleurer. Tu as quelqu'un qui te contrôle. J'ai fait un jeune couple comme ça. Le gars était en Europe, la fille était ici. Le gars met le GPS dans le téléphone de la fille. Lui, il est en Europe, hein. Elle est en Afrique, au Cameroun, à Yaoundé. Chaque déplacement de la fille, le gars est informé, il appelle. Tu pars où? Tu m'as demandé mon autorisation. Ça, quelqu'un est en Beng là-bas. Toi, tu es à Yaoundé, quartier, on va dire quoi? Essos. Tu vas aller à Mimboman. Il faut que tu dises au gars, qu'est-ce que tu penses? Je voudrais aller à Mimboman, je voulais ton autorisation. Vous imaginez ce genre de contrôle-là? Quand tu as quelqu'un qui commence ce genre de contrôle dès le début, là, ma soeur, mon frère, commence à poser le problème maintenant. La jalousie excessive n'est pas l'amour. Ce n'est pas une démonstration d'amour. Ce n'est pas, ça ne prouve pas qu'on t'aime. Parce que je vois des gens, ils sont heureux. Oh, mon conjoint, hein, il fait ça par amour. Hein, il a peur de me perdre. Non, la jalousie excessive, c'est une maladie. Quand on aime quelqu'un, on ne s'engage pas dans une jalousie maladive. On peut ne pas apprécier ce qu'il fait. On peut avoir de la jalousie parce que c'est sa personne. Mais quand ça devient excessif, ce n'est plus normal. C'est la maladie. Mon frère, ma soeur, quand tu as quelqu'un qui te ment pour rien, c'est-à-dire il te ment sur des choses sur lesquelles tu te demandes pourquoi il a menti. Il a le réflexe du mensonge. Pourquoi veux-tu que quand vous allez vous marier, le gars soit, ou la fille soit, commence à dire la vérité? Les mensonges répétés doivent être pour toi un signal. Je n'ai pas dit de se séparer. C'est pour ça que l'erreur porte sur le fait de fermer les yeux. Ça ne porte pas sur les signaux. Ça porte sur le fait que tu as fermé les yeux sur des signaux d'alerte. Parce que c'est une alerte. Une alerte ne veut pas dire que le forfait est fait. Quand ça t'alerte qu'il y a un voleur qui est devant le portail, il n'a pas encore volé. Tu peux encore prendre des dispositions. C'est pour ça qu'on parle de signal d'alerte. Tu peux même dire que pour moi, c'est la ligne rouge qu'il ne doit pas traverser ou qu'elle ne doit pas traverser. Tu as un gars ou tu as une fille, vous êtes en train de cheminer ensemble et tu remarques que il est lié à quelque chose de manière, c'est comme si on l'avait endoctriné. Il est dépendant. Il ne s'en sort pas sans cette dépendance-là. C'est-à-dire, tu as des gens, tu les poses, enfin, pendant la fréquentation, tu te rends compte que sa relation avec son père ou sa mère ou ses frères et ses sœurs, c'est une relation de dépendance. Toi-même, tu continues sans qu'on casse ça. Que c'est quand tu vas te marier, comment vous allez faire pour être un? Vous serez un avec toute la famille, avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. C'est avec eux que vous serez un. C'est des choses qui sont des signaux. Tu commences à avoir une relation avec un garçon et tu remarques cette dépendance-là et surtout qu'il n'assume pas. Fais très attention. L'autre signal sur lequel je peux aussi qu'on s'arrête, c'est que tu as un gars qui te manipule. Tu as une fille, tu sens qu'elle est dans la manipulation sur tous les détails.
Elle a des stratégies pour te soutirer de l'argent. En termes de manipulation, elle peut utiliser la victimisation. Tu es un gars, pour ne pas te rendre compte, va te manipuler. Quand il est coincé, il essaie d'utiliser l'argument de c'est lui l'homme. Il a des droits. Tu lui manques de respect en parlant comme ça. C'est un signal d'alerte qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a un gars que j'ai accompagné au mariage comme ça. Et je lui disais toujours, la manière dont ta femme te parle, c'était sa fiancée, la manière dont elle te parle là, j'estime que tu dois t'asseoir avec elle et en discuter. Ne gère pas ça à la légère comme je te vois gérer ça à la légère. Il faut t'arrêter, vous deux, vous parler de cette histoire-là. Ouais, ça va pas l'air clair. Il a négligé. Il a fermé les yeux sur ce signal-là. Jusqu'au jour où, étant marié, sa femme a copieusement humilié sa mère. C'est-à-dire des paroles difficiles à sa mère. C'est là où il a compris que ce dont je parlais là, c'était pas la blague. Il fallait pouvoir ouvrir les yeux sur ce signal-là. Ouvrir les yeux sur ce signal d'alerte. Quand tu vas vivre avec une personne dans la perspective du mariage, et tu te rends compte que la moindre chose que vous voulez engager, ses parents sont déjà au courant, ils ont déjà donné leur avis, et ils viennent te dire, ou elle vient te dire, ma mère dit que, mon père dit que, c'est un signal de dépendance qu'il faut commencer à traiter dès maintenant. Dès maintenant. Commencer à expliquer que ce n'est pas comme ça que toi tu vois la relation à deux. Ce n'est pas une relation à cinq ou à six. Quand tu as une personne qui te violente, quelle que soit la forme de la violence, physique, dis non, oh, il était trop fâché, c'est vrai que c'est moi-même qui l'ai provoqué, et tu commences à justifier. On parle du syndrome de... On dit syndrome de quoi? Il faut m'écrire ça en commentaire. C'est-à-dire quand tu commences à défendre ton bourreau, tu défends toi-même ton bourreau. Quand quelqu'un commence à avoir des paroles venimeuses à ton encontre pendant que vous cheminez vers le mariage, il faut te dire, il y a quelque chose ici il faut traiter rapidement. Je ne ferme pas les yeux dessus. Je ne peux pas laisser passer ça. Il faut que tu gères ça. Il n'y a pas que les violences verbales ou physiques, hein. Il y a les violences psychologiques. C'est-à-dire il te pose des actes pour te troubler, pour te persécuter, pose des actes pour que tu sois mal à l'aise. Il te violente psychologiquement. Quand ça arrive, moi, je suis clair là-dessus. C'est pour ça que certains disent que tonton, tu es old-fashioned, vraiment, tu n'es pas assez tendre. Je lui dis, peut-être je suis pas assez tendre, mais c'est plus prudent que d'être dans une tendresse qui te mène à l'erreur. Les problèmes que tu excuses aujourd'hui seront ces souffrances demain. Demain, ce sont ces problèmes-là qui vont te faire souffrir quand tu as fermé les yeux maintenant. Je me rappelle une histoire comme ça. Une fille est en relation avec un gars, mais le gars ne tolère aucune de ses fréquentations. Et elle est convaincue que c'est le grand amour. Elle est convaincue que c'est le grand amour. Quand elle parle même du gars, il n'est même pas de même religion qu'elle. Elle a son petit nom avec lequel elle appelle. Le gars lui tord le bras, il la brûle avec les choses, mais elle se dit toujours, c'est le grand amour. C'est le grand amour. Jusqu'au jour où il a fallu faire le pas vers le mariage. Le grand amour qui lui manifestait la jalousie et tout, lui a dit qu'il faut qu'il en parle d'abord à ses parents, en lui disant, tu sais que nous ne sommes pas de la même religion. Il faut d'abord que je vois si mes parents vont accepter que nous soyons ensemble. Quand la fille m'en parle, je lui dis que mais, pour être ensemble avec toi pendant la marche vers le mariage,
Il n'a pas demandé l'autorisation de ses parents. Quand il te violentait là, toi tu disais c'est l'amour. C'était pour que le dernier jour, on aille encore demander les comptes ou l'avis des parents. Il y a des red flags, c'est-à-dire que, on dit quoi, la marque rouge ou le trait rouge là, que je dis que tu ne dois pas traverser ça. Et je dis souvent ça surtout aux filles, parce que les filles se laissent vraiment embobiner. Il y a des choses que tu dois dire, je ne tolère pas, on ne me fait pas ça. Il faut me respecter. Mais plusieurs se disent, ah, laissons tonton, laisse-le faire comme ça. Tu sais, c'est pas encore le mariage. Quand le mariage va arriver, ce sera différent. Oui, et c'est là où ça les amène à la troisième erreur, de croire que le mariage va résoudre tous les problèmes. Oui, le mariage va venir gérer les problèmes que nous avons aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, s'il est bandit avant le mariage, il le sera après le mariage. Le mariage n'est pas une potion magique qui transforme les caractères des gens. Ce n'est pas un miracle. Au contraire, nous qui sommes mariés, on peut vous dire, le mariage amplifie les défauts. Le mariage amplifie les défauts. Si quelqu'un a un défaut avant le mariage, là, quand il est dans le mariage, s'il n'a pas traité ça, dans le mariage, ça devient plus compliqué parce que non seulement c'est son défaut, mais comme il est marié, son défaut a de l'incidence sur l'autre conjoint. Donc ça s'amplifie. Avant, son défaut, c'était pour lui seul. Il est dans son célibat. Maintenant, il se marie, t'épouse, il entre avec ton défaut là. Et tu dois supporter ce défaut-là. Ça veut dire que ça se multiplie. Le mariage intensifie les choses. Tu sais, quand tu es au bureau avec un collègue, il peut avoir un défaut que tu ne connais pas. Tu le trouves mignon, il a un bon parfum, il s'habille bien, épouse-le. Une fois que tu l'as épousé, tu vois la différence. Hey, dans le type, si c'est ça que j'allais vivre, parce que là-bas, il est obligé de comment on dit ça en français simple, de se découvrir, de se révéler. Et le mariage va donc révéler ces choses-là. C'est pour ça que mon jeune frère et ma jeune sœur, les choses qui sont avant le mariage devraient être regardées avec la plus grande minutie. Ne te dis pas, c'est dans le mariage. Un jour, j'ai un couple que je suis. Je les ai même rencontrés dernièrement. J'étais dans un programme dans leur communauté. On a beaucoup ri de ce qui s'était passé pendant que je faisais leur suivi. Parce que, soit dit en passant, j'accompagne les fiancés au mariage, hein. C'est-à-dire que si vous êtes fiancé et que vous ne savez pas comment préparer votre mariage, j'ai un curriculum de 13 modules qui touche tous les aspects de la vie conjugale pour vous accompagner vers le mariage. Donc, si vous êtes dans le cas des fiancés actuellement, vous ne savez pas comment ça avancer, n'hésitez pas à me contacter pour cela. Dans le couple, là, je suis en train de les accompagner. Et la fille trouve ça très... Elle dit, mais c'est ennuyeux, n'est-ce pas? Quand on va se marier, tout ça va se gérer. Tout ça va se gérer. J'ai dit, le cela, c'est mis pour qui? Qui va gérer ça pendant le mariage? Avant le mariage, une communication qui est difficile, vous entrez dans le mariage, vous dites que c'est là-bas que ça va se gérer. C'est-à-dire que c'est une fois marié que vous allez apprendre à communiquer. Vous êtes fiancés là, vous ne dormez pas ensemble. Vous voyez, c'est pas une fois par semaine ou deux fois par semaine. La communication est déjà difficile. Ça va être facile quand vous allez dormir dans le même lit, être ensemble matin, midi, soir. C'est là où j'ai dit, avant le mariage, j'ai les problèmes de communication qui est difficile. Avant le mariage, ne te dis pas que une fois marié, tout ça va être balayé. Non. Tout à l'heure, je vous ai dit que le mariage amplifie les défauts. Le mariage, c'est comme une loupe qui fait tomber toutes les petites choses qu'on négligeait avant le mariage. Assez souvent, quand les célibataires et les fiancés vont
à- au tribunal voir les sujets sur lesquels on débat et les couples vont se séparer à cause de ça. La tendance est de dire, juste pour ça, un couple va se séparer juste parce qu'on lui a coupé la parole. On va aller jusqu'au tribunal pour ça. C'est parce que le mariage a une dimension d'amplification. Quand vous étiez fiancé, te couper la parole, tu l'embrassais, la vie continuait. Dans le mariage, si ça n'a pas été géré, compris, avant le mariage, dans le mariage, ça devient un affront. Dans les fiançailles, pendant la préparation, pendant l'accompagnement, pendant comment on appelle ça, la fréquentation, ne laissez pas les blessures sans les traiter. Pendant les fréquentations, ne laissez pas des conflits que vous n'avez pas gérés. Ne laissez pas en disant, quand on va se marier, on va gérer. Gérer ça avant. Parce qu'il y a un genre de conflit que, en gérant, vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour vous marier. Alors, si vous aviez laissé ça, vous êtes entré dans le mariage, vous serez dans le regret étant marié. Vous souffrirez davantage parce que vous allez découvrir que je n'aurais pas dû me marier avec cette personne. Mais tu es entré dans le mariage et tu te retrouves à l'intérieur. Les problèmes d'argent, c'est des problèmes que il faut découvrir avant. Il y a des personnes, quand elles n'ont pas d'argent, elles ont des grands plans, elles sont sympathiques. Mais quand l'argent arrive, tu ne les reconnais plus. Il faut, pendant la fréquentation, apprendre à connaître son profil en ce qui concerne l'argent. Quel est son profil? Est-ce que c'est un radin? Est-ce que c'est un dépensier, comment on appelle ça? Dépensier compulsif. C'est-à-dire les gens qui, quand l'argent entre dans sa main, si ça n'en finit pas, il n'est pas à l'aise. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein. Quand l'argent entre dans sa main, si ça ne finit pas, il n'est pas à l'aise. Il faut savoir ça avant. Il faut savoir ça avant. Parce que je disais tout à l'heure, si vous ne traitez pas les affaires d'argent avant le mariage, dans le mariage, c'est les affaires d'argent qui vont vous séparer. C'est ça qui va être votre vrai problème une fois marié. En fait, croire que le mariage va résoudre les problèmes va t'amener à ne pas poser les bonnes fondations avant le mariage. Or, c'est avant le mariage que tu peux poser les bonnes fondations, des fondations solides. Parce que avant le mariage, souvent l'amour est intense. Pendant les fréquentations, les deux s'aiment, ils aiment se rencontrer, ils aiment être ensemble. Donc, ils sont capables de supporter un certain nombre de choses. C'est à ce moment-là, donc, il faut creuser les fondations de la maison. Parce que si vous bâtissez avec des mauvaises fondations, votre maison va s'écrouler. Ne laisse plus ton esprit t'accompagner en te faisant croire que le mariage va résoudre les problèmes que tu n'as pas pu résoudre pendant les fiançailles. Moi, je dis même souvent que il faut reporter même certains mariages pour se donner le temps de gérer les soucis avant les fiançailles, les gérer avant d'entrer dans le processus de mariage. Mais après beaucoup d'années d'accompagnement, mes frères, mes soeurs, mes filles, mes fils, j'ai compris beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'ai comprises avec le mariage, c'est que le problème de beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas de trouver la bonne personne. Le vrai problème, c'est quand on n'est pas bien préparé. À l'entame, je vous ai dit, tu peux avoir deux bonnes personnes qui échouent leur mariage. Elles avaient tout pour réussir le mariage, mais elles ont échoué leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Yep, le mariage, c'est pas la chance. J'entends souvent, oh, la fille a eu sa chance, hein, elle s'est mariée. Le mariage, peut-être la chance, c'est pour l'événement, hein, c'est-à-dire pour la cérémonie. Mais le mariage en lui-même est une compétence qui nécessite une formation. Ce n'est pas une chance. C'est pas une chance. Le mariage, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est la relation, c'est la préparation.
Et le mariage maintenant vient avec la vie conjugale. Mais beaucoup sautent l'étape de la préparation. Ils font la rencontre, ils font la relation qui conduit au mariage, mais sautent la préparation. La préparation. Et c'est ça qui fait donc qu'ils vont entrer dans le mariage sans avoir mis en place les fondations. Et c'est là où les trois erreurs-là vont faire leur œuvre. C'est là où tu vas comprendre que tu aurais dû gérer ces choses avant le mariage. Et c'est pour cette raison que je vais vous dire, j'ai créé un parcours que j'ai appelé Préparer son mariage. 8 semaines. 8 semaines, nous travaillons ensemble. Je veux 20 couples, 8 semaines pour bâtir des relations solides. Pas 20 couples, 20 personnes. 8 semaines. On va travailler 8 semaines avant le mariage. Ça m'est venu à l'esprit quand j'ai fait la masterclass sur le thème Pourquoi mon mariage tarde. J'ai compris que il y a beaucoup qui ne se connaissent pas. Ils veulent se marier, mais ils ne se connaissent pas personnellement. Ils ont des blessures, des déceptions du passé qui les poursuivent, qui les empêchent de prendre un engagement sérieux. Ils projettent sur les gens qui rencontrent leurs déceptions, leurs blessures. Et c'est pour cela que j'ai pensé que il te faut 8 semaines pour que tu apprennes à te connaître, qui tu es, quelles sont tes forces, quelles sont tes capacités, quelles sont tes faiblesses, sur quoi tu dois travailler pour être une bonne personne déjà de manière absolue avant de pouvoir entrer dans comment on choisit. Comment on choisit. J'ai vu des gens qui se sont perdus parce que ils sont tombés dans un milieu où il y avait beaucoup de bonnes personnes. Ils n'ont pas su comment choisir. Et finalement, ils ont tout perdu. On parle souvent de la chèvre de Buridan qui avait faim, qui avait soif, mais qui est morte de faim et de soif parce que d'un côté, il y avait l'eau et de l'autre côté, il y avait le foin. Et la chèvre ne savait pas à quoi commencer. Beaucoup vont laisser passer la bonne personne parce qu'elles n'ont pas été formées pour savoir choisir la bonne personne. Elles n'ont pas été formées pour savoir communiquer. Elles n'ont pas été formées pour savoir vivre en société et gérer les conflits. Pendant les 8 semaines, nous allons parler de la sexualité. C'est un problème pour ceux qui ne sont pas mariés. Nous allons parler des finances. Beaucoup de célibataires ont développé un célibat au niveau des finances. Ils ont appris à gérer leur argent avec eux-mêmes. Et une fois qu'ils se marient, ils ont toutes les difficultés à gérer les finances avec l'autre. Mais le mariage a été créé par Dieu, il faut le savoir. C'est pour ça que nous allons parler de la spiritualité, de la vision que tu as par rapport à ta propre vie, par rapport au couple et par rapport au projet que tu veux mettre en place. Ça va être des cours, ça va être des exercices, ça va être des groupes. Parce que le groupe de 20 personnes là, parce que je veux 20 personnes, je veux pas un gros groupe. Je veux 20 personnes motivées, engagées, qui veulent avancer. Je serai disposé à discuter avec chacun en privé. On aura des rencontres de groupe. On aura des exercices que chacun doit faire avec une plateforme là où je vous poursuis, je vous suis pour voir ce que vous faites et vous pouvez communiquer avec moi en privé. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je voulais m'arrêter d'abord en me disant, j'ai présenté trois choses. Ce serait bien quand même que je vous laisse la possibilité de poser vos questions. Je vous écoute donc. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Il lève la main, tout simplement. Quelqu'un a une question à poser, il lève simplement la main et on lui donne la parole. Et j'en profite pour dire bonsoir à Promise, bonsoir Evora, bonsoir Victor, bonsoir Mercia. Très heureux de vous savoir à ce programme. Je suis content que vous soyez venus suivre ce programme-là. Si vous n'avez pas de questions, je continue. Si vous avez une question, vous ouvrez le micro, vous posez votre question. Celui qui est dans un endroit et ne peut pas poser de questions peut écrire sa question. Je vais la lire. Evora, écoute ta question. Ok.
D'accord, coach. S'il vous plaît, coach, quand vous expliquez, il y a certains endroits comme là où, deuxième erreur, fermer les yeux et que la personne peut fermer les yeux et souffrir dans le mariage. Ça veut dire que dans tous les cas, ces erreurs-là n'arrêtent pas la relation et ça cause des faits après le mariage parce que j'aimerais savoir si c'est dans tous les cas où ces erreurs arrêtent la relation ou ceux qui ne regardent pas ces relations souffrent qui ne regardent pas ces erreurs souffrent de l'effet après le mariage. Normalement, les erreurs que j'ai présentées sont des erreurs qui vont amener la relation à ne pas aboutir au mariage, normalement. Parce que quand tu vas te rendre compte à la veille du mariage que la personne est comme j'ai décrit la cause de ces erreurs-là, ou bien quand l'autre va se rendre compte que tu as laissé passer ces erreurs-là, elle pourrait dire, elle s'arrête là. Mais pourquoi je prends les exemples dans le mariage, des conséquences de ces erreurs, pour vous dire que même si vous allez jusqu'au mariage, ces erreurs-là vont vous poursuivre là-bas à l'intérieur. Mais pourquoi pourquoi je prends même cette hypothèse, Evora? Je prends cette hypothèse parce que il y a des, des gens qui sont envoûtés par le mariage, qui seront prêts à entrer même dans la souffrance. C'est-à-dire que tout le monde voit que ça, c'est un échec grave. Lui-même, il voit que ça, c'est un échec grave, mais il entre en disant, je veux seulement me marier. Je veux seulement me marier. Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire à cette personne-là que ça aurait dû te freiner avant. Mais si ça n'a pas réussi à te freiner, dans le mariage, tu vas payer le prix. Tu vas voir les conséquences de cela. Est-ce que j'ai répondu à ta préoccupation? Oui, 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 merci beaucoup, coach. Mhm. Parce il y en a qui sont butés, hein. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, hein, tu vas seulement avancer. Quoi que tu fasses, ta personne va seulement avancer. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, promise, je t'écoute. Tu ouvres ton micro et tu parles. Bonsoir monsieur, bonsoir tout le monde. Bonsoir, promise. D'accord. J'aimerais demander, bon, si la personne avec qui tu es en couple, c'est qu'il a un problème, ou peut-être on ne sait pas qu'il a un problème, à propos de ce que toi tu viens de citer, peut-être il est violent, il te menace psychologiquement, et tu essaies de lui parler que qu'il a un problème. Il refuse toujours et il ne cherche pas. Bon, tu cherches je dis ça comment? Les Tu solutions? cherches une solution. Oui, tu cherches les solutions pour vous améliorer. Mais à chaque fois que tu essayes, ça n'aboutit à rien. D'accord. Dans ce genre de cas, Alors, on fait je vais te dire, quelqu'un peut avoir des défauts simples, graves, être dans les erreurs dont nous parlons là, et toi, tu loupes de l'aider parce que la manière de te présenter les choses le braque, le ferme. C'est-à-dire que tu peux être dans le vrai, mais ta démarche est une démarche que l'autre désapprouve. L'autre peut être dans l'erreur et être orgueilleux, refuser que c'est de toi que ça vienne, parce que tu connais comment aider à sortir de là. Ça peut même être un cas où c'est toi qui souffres de cette situation et tu veux l'aider à comprendre que il doit faire différemment pour que tu te sentes mieux. Et lui se braque, il se ferme. C'est simplement un problème de démarche. Ce que je fais souvent avec les personnes, c'est que je leur dis, je te prends une box, tu m'expliques clairement la situation et on voit comment préparer cette rencontre-là. Parce que l'une des choses, toi, tu ne me connais pas promis, c'est que moi, je forme les gens à être, euh, il y a un mot français pour dire ça, mais je forme les gens à obtenir les résultats qu'ils veulent et non pas à dépendre de la vie de l'autre, sa manière de fonctionner, sa manière de faire. Je forme des gens à être intentionnels. Je veux que mon gars change, mon mari change, ma femme change. Je mets en place ce qui va l'amener à changer. Ça veut dire quoi? Nous allons discuter en privé sur quelle est la vraie situation, quel est le vrai problème. Parce que tu peux même te tromper. Ça peut être un problème d'opinion.
Vous avez des opinions différentes et toi, tu crois que ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, quand toi et moi, on discute déjà de ça, on arrive à la conclusion que c'est véritablement un problème qu'il faut résoudre. Il y a une erreur dans votre, dans votre démarche, dans votre marche, il y a un problème, il y a une erreur, on veut corriger cette erreur-là. On met en place maintenant un plan d'action. Et dans le plan d'action, on pèse les pour et les contre et même les scénarios. On dit, OK, si je l'aborde et il dit plutôt ceci, qu'est-ce que je fais? Si je l'aborde, il se comporte plutôt comme ça, qu'est-ce que je fais? Et donc, on va avec un scénario, parce que moi, je vous ai dit, hein, moi, je suis pour obtenir les résultats. Je bâtis tout mon scénario pour que quand je vais discuter avec la personne, j'ai toutes les voies qui peuvent arriver et j'ai comment gérer dans chacun des cas. La difficulté que tu peux avoir maintenant, c'est que comme tu n'as pas prévu que je peux lui parler et il ne change pas, quand il ne change pas, je ne sais pas quoi faire. Je vais encore refaire la même chose exactement. Or, en mettant en place un plan d'action où j'ai mis s'il dit oui, s'il dit non, s'il parle pas, si c'était plutôt qu'est-ce que je fais? En mettant en place ça, tu es plus efficace et tu obtiens le meilleur résultat. Souviens-toi, tu te maries parce que tu veux bâtir quelque chose avec quelqu'un et tu es convaincu que c'est lui la bonne personne avec qui tu dois bâtir. La suite ne doit pas dépendre de lui seul. Il peut même se décourager, mais toi, tu dis que moi, Dieu m'a montré que tu es mon mari ou tu es ma femme, et donc moi, je vais avancer. Et donc, tu travailles dans ce sens-là. Moi, je dis comme ça globalement, parce que toi aussi, tu as posé une question de manière globale. Si, ayant compris que c'est une erreur, l'autre refuse de reconnaître que c'est une erreur, alors mets-toi de côté et travaille sur comment aborder ça la prochaine fois avec lui, de telle sorte à obtenir un résultat. Moi, mon problème, c'est comment j'obtiens un résultat. Maintenant, quand je dis ça, ne pense pas que je suis jusqu'au boutiste, hein. Je ne dis pas qu'on va utiliser n'importe quelle méthode pour obtenir des résultats. Je suis chrétien, je suis coach conseiller conjugal chrétien, donc j'utilise des méthodes qui sont conformes à la vie chrétienne. Est-ce que j'ai répondu à ta préoccupation? Pour dire simple, Oui, il faut oui, changer de méthode. c'est vrai. Bon, c'est vrai que je peux utiliser certains genres de méthodes croyant que ça va marcher, mais si Alors, si avec on a le utilisé les temps, méthodes qui n'ont pas marché, n'est-ce pas, on regarde sur la méthode qui n'a pas marché, pourquoi elle n'a pas marché. Les hommes ne sont pas forcément... Je vais te raconter une anecdote. mhm, Je suis au bureau, une dame vient me parler de son mari. Elle est désemparée, elle est malheureuse, elle ne s'en sort pas. Et elle me parle de lui comme quelqu'un de difficile. On n'avance pas avec lui. Et j'appelle son mari. Son mari accepte de me rencontrer alors qu'elle me disait que son mari ne peut pas accepter. Et je discute avec lui d'homme à homme. Et il m'explique des choses. Est-ce que tu comprends ça? Ce que je cherche à te faire, à te communiquer, c'est que ta personne peut ne pas aller dans le sens que tu dis là à cause de d'autres considérations que toi tu n'as pas et qu'il n'ose pas t'exposer. Et comme dans une conversation d'homme à homme, donc il va te dire, non, mon frère, on est entre hommes, je peux te dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et là, on a mieux géré la situation parce que il a pu dire quelles sont ses vraies motivations, ce que sa femme n'avait pas. Et aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi il refuse ça. Il peut avoir des motivations qui sont au-delà, peut-être même de votre relation. Ça peut venir de son passé, ça peut venir de ses croyances, ça peut venir, tu sais, moi j'ai vu des gars qui disent qu'une femme ne doit pas le critiquer. Il y a un qui m'a dit qu'une femme ne peut pas être plus intelligente que lui. C'est même pas pensable. Et donc, il y a des gens comme ça qui ont des, des éléments que tu n'as pas et ça t'empêche donc de comprendre pourquoi il ne veut pas bouger devant la situation. De toutes les façons, si tu as un cas comme ça, on en parle inbox et on envisage comment on envisage, on appelle ça un plan d'attaque. Plan d'attaque, même s'il faut que je l'appelle, je l'appelle. Moi, je n'ai pas un problème à appeler les gens. La grâce que Dieu m'a accordée, c'est mon âge. Comme je suis un peu âgé, les gens me respectent un peu. Quand j'appelle, ils comprennent que c'est un grand frère, un tonton qui appelle. Ils acceptent de m'écouter, même s'ils ne partagent pas mon avis. d'accord, monsieur, merci beaucoup. Autre question? Non, non, c'est tout, D'accord, on va parler après. Donc, merci beaucoup. d'accord. Merci à toi. Mais je voulais vous dire qu'il y a encore quelque chose que je voulais partager avec vous, qui est important aussi. La quatrième erreur. C'est vrai que j'ai parlé de trois erreurs.
La quatrième erreur, la plus grave de toutes ces erreurs-là, c'est le fait de ne rien changer alors que tu as tout appris. Et comme je suis habitué à faire les conférences, tout, j'ai remarqué que les gens apprennent, ils ont la connaissance, mais ils ne la mettent pas en pratique. L'apôtre Jacques dit que tu es comme quelqu'un qui se mit, regarde des taches sur son visage, au lieu de prendre un chiffon et le nettoyer, il sort, il s'en va comme si de rien n'était. Tu viens d'apprendre que l'amour seul ne suffit pas. Tu viens d'apprendre que les signaux d'alerte ne vont pas disparaître. Tu viens d'apprendre que le mariage amplifie tout. Maintenant, tu es sorti de ce que Dieu appelait les temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, c'était les temps où on disait que Dieu pardonne les temps d'ignorance, tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Ça devient une responsabilité. Ça veut dire que quelle que soit la relation dans laquelle tu es maintenant, dans le but, c'est de cheminer au mariage, tu ne dois pas négliger ces trois choses-là. Parce que tu viens d'apprendre que c'est fatal. C'est fatal. Le problème qui se pose souvent avec les gens qui ont la connaissance, c'est le refus d'agir. Et moi, je dis souvent aux gens, ceux qui travaillent avec moi savent ça. Quand tu apprends une nouvelle chose, ne dis pas je vais commencer la semaine prochaine. Commence maintenant. Ne dis pas plus tard. Oh, tonton, plus tard. J'ai bien appris, merci, vraiment. Heureusement que tu as parlé de ça aujourd'hui. Ça me fait comprendre ceci. Non, ne dis pas ça. Dis-toi, j'ai encore l'occasion de mettre en pratique quelque chose que je viens d'apprendre. Et je vais le mettre en pratique immédiatement. Je ne vais pas reporter. C'est la quatrième erreur que je voulais te donner ce soir, en te rappelant que moi, je te forme pour que tu puisses réussir ton mariage. Et c'est pour ça que je te rappelle encore les 8 semaines. C'est-à-dire, donne-toi des chances de réussir ton mariage. Il y a des gens qui n'ont pas fait nos formations et qui ont réussi leur mariage. C'est une grâce que Dieu leur a accordée. Mais ne laisse pas le hasard décider de ton mariage. Ne laisse pas que ce soit le hasard qui décide la fin de ton mariage. C'est pour ça que je t'incite aujourd'hui. J'ai 20 places. Et je ne vais pas ajouter une place parce que tu es venu en retard. Tu es parmi les premiers à qui j'annonce le programme. 20 places. Où, personnellement, je veux me mettre au travail pour chacun d'entre vous. Je commence le 1er septembre. Le 1er septembre, je crois que ça doit être un mardi ou un vendredi, je ne sais pas exactement. Mais le 1er septembre, j'engage un parcours. J'ai appelé ça une cohorte avec un groupe de 2 mois, 8 semaines. Tu peux encore décider aujourd'hui. Les inscriptions sont ouvertes. Hier, dans le groupe de préparation au mariage, ceux qui ne sont pas dans le groupe là, il faut vous signaler dans mon inbox pour que je vous donne le lien pour accéder au groupe. Ou alors écrire à Evora, elle va vous donner le lien. Les inscriptions sont ouvertes. Il y a une qui m'a demandé, est-ce que je peux m'inscrire, quitte à payer plus tard? Oui, tu peux t'inscrire. Nous ne sommes pas dans une activité commerciale, ce n'est pas le business. Mais nous avons des charges. Nous avons besoin de couvrir ces charges-là. C'est pour cela qu'on peut payer doucement, doucement. On peut s'inscrire et commencer à payer doucement, doucement. Ne remets pas à demain, parce que je ne serai pas là demain et je serai obligé, parce que pour les cours comme ceux que je donne, tout le monde sait que c'est des cours entre enfants de Dieu, c'est des cours des chrétiens. C'est des cours des chrétiens. Sachez qu'on peut payer petit à petit. Si si vous avez l'impression que c'est lourd pour vous, vous vous inscrivez, vous commencez à verser. Je vous donnerai soit mon numéro personnel, soit le numéro de la personne qui s'occupe des inscriptions. Et vous allez gérer ces détails avec la personne progressivement et arriver jusqu'au montant qu'il faut pour cela. Mais ne laissez pas les choses au hasard. Ne laissez pas ces choses au hasard. Prenez la main de votre vie et avancez avec votre vie.
Ne laissez pas les choses au hasard. C'est ici donc que je vais arrêter.